Ok, donc on va pouvoir commencer. Hop. Ok, donc bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, la formation que je vous propose en fait consiste à faire certains rappels éventuellement sur la création de vues de SolidWorks, mais surtout vous donner vraiment une vision complète de toutes les vues qu'on va pouvoir insérer dans une mise en plan. Euh, voilà pour ça. Donc on va commencer ici par un sommaire. Donc au niveau du sommaire, là, on va d'abord reparler un peu des vues standards. Ici, je vous donnerai quelques précisions sur la vue auxiliaire, la vue en coupe, la vue de détail, la vue interrompue et la vue rognée, donc qui sont des vues assez courantes. Donc je pense que tout le monde sait créer ce genre de vue-là, mais il y a peut-être des fois des petites subtilités qu'il faudra connaître. Donc on verra ça. Ensuite, on parlera de la vue personnalisée et de la vue de mise en plan 3D. Pardon. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer qu'on peut créer d'autres vues que celles qui existent de base en termes d'orientation en fait, et également directement sur la mise en plan, on pourra aussi réorienter une vue en fait sans forcément repasser par le modèle 3D. On verra ça en détail du coup. La vue du modèle et la vue relative qui permettent d'aller créer des vues supplémentaires, mais là on va pouvoir vraiment aller chercher soit un autre fichier, soit aller chercher qu'une partie en fait des éléments qui sont dans le fichier de base. Ensuite, on passera sur les vues qui s'appuient plus sur des configurations, en fait, donc la vue d'une autre position, la vue éclatée et la vue de cassure du modèle. Donc la vue de cassure du modèle, c'est quelque chose d'assez récent en fait sur SolidWorks. Avant, ça n'existait pas, tout simplement. Ensuite, on parlera un peu des propriétés de chaque vue, voir un peu toutes les propriétés qu'on peut gérer par rapport à ça. Et on finira par une partie question, si jamais il y a des points qui ont besoin d'être éclaircis. Et dans ce cas-là, on reviendra sur ces différents points. Ok, donc pour commencer, on va parler de la vue auxiliaire. J'ai juste oublié de lancer solide. Donc au niveau de la vue auxiliaire, l'idée, hop là, l'idée en fait est de créer une vue selon une orientation particulière. Ça veut dire qu'en fait vous avez les vues de base qui existent, la vue de face, la vue de arrière, la vue de dessus, la vue de dessous, la vue de gauche, la vue de droite, la vue isométrique, les vues trimétriques, dimétriques. Mais dès lors que vous avez une pièce qui a un certain angle en fait et que vous devez faire vraiment une vue où on voit à la perpendiculaire de cette face inclinée en fait, on aura du coup recours à la vue auxiliaire. Ici, je vous ai mis un exemple de ce que peut être une vue auxiliaire. L'idée en fait, c'est qu'après, une fois qu'on a créé la vue auxiliaire, on va pouvoir en fait maintenant, depuis quelques années, euh, réorienter la vue automatiquement. Avant, c'était plutôt une rotation qu'on devait faire, mais il fallait connaître l'angle. Maintenant, il n'y a plus besoin de connaître l'angle. SolidWorks peut directement la remettre, soit enfin, dans les deux cas, il la remet horizontalement, mais c'est lui tout seul qui détecte l'angle. Et au final, on obtient du coup une vue qui est ici, c'est la même vue que là, mais qu'on est venu réorienter. Il nous indique bien ici la valeur de l'angle en dessous du label de la vue. Donc pour vous montrer ça, j'ai un petit exemple. Donc, je vais aller ouvrir mon fichier. Hop, donc il s'agit de cette pièce-là. Hop, qui initialement en fait possède donc ces vues-là, hein, vue de face, vue arrière, vue gauche, vue droite, mais on voit qu'ici il y a cette partie-là qui est inclinée. Et si j'ai besoin de voir vraiment une vue où on voit vraiment perpendiculairement à cette face, je vais devoir justement créer une vue auxiliaire dans un premier temps. Donc je vais ouvrir la mise en plan que j'ai déjà préparée. Donc pour créer la vue auxiliaire, on vient ici sur disposition des vues, on prend l'outil ici vue auxiliaire, et là ce que vous avez à sélectionner c'est une arête qui est donc inclinée. Donc par exemple si je viens chercher l'arête qui est ici, donc je mets le curseur dessus, alors là il n'y a pas forcément de surbrillance, mais dès qu'on est dessus, normalement ça fonctionne correctement. Je choisis le sens, donc selon le côté où vous mettez votre curseur, on verra d'un côté ou de l'autre de cette face-là. Donc moi, c'est plutôt ce côté-là qui m'intéresse. OK. Et du coup, après, donc la vue, hein, si je la redéplace, elle reste alignée. Donc je peux faire un clic droit sur cette vue, aller ici dans aligner la vue de mise en plan, et je vais pouvoir choisir de la rendre horizontale, donc soit dans un sens horaire, soit dans un sens anti-horaire. Donc là, si je fais dans le sens horaire, par exemple, il m'a pivoté la vue, et il m'indique ici que la vue a été pivotée de 30 degrés.
par rapport à l'orientation initiale. Du coup, là, si je dois faire des codes, j'aurai bien les bonnes codes qui vont apparaître dans cette direction-là, si vous voulez. Du coup, j'aurai pas là une histoire de code projeté. En fait, je suis sûr que la cote qui va apparaître, c'est bien la cote, la vraie longueur du trait qui est là, par exemple. Ce qu'on n'aurait pas forcément eu sur une autre vue, puisqu'on était, par exemple, sur cette vue-là, si je prends ce segment-là, il va me mettre une cote qui est projetée, donc qui est aplatie. Donc j'aurai plutôt la hauteur, mais j'aurai pas vraiment la vraie longueur de ce segment, quoi. Donc ça peut servir éventuellement à ça, ou avoir les bons entraxes au niveau des perçages ou quoi, même si là ils sont alignés, ça aurait pu quand même être fait. Là au moins on est sûr d'être à plat. Donc une fois que cette vue est réorientée, je peux aussi, via le clic droit, encore une fois, dans l'alignement ici, lui demander, juste dans l'alignement, comme on peut le faire sur toutes les vues, casser l'alignement. Et du coup, cette vue-là, maintenant, je peux la placer où je veux sur le plan. Ça n'empêche qu'on a toujours l'info que c'est la vue A, et ici, on trouve bien notre information ici A. Voilà l'idée pour la vue auxiliaire. Donc n'hésitez pas s'il y a des questions à les noter, on pourra revenir dessus à la fin de la formation. Donc la vue en coupe après, donc c'est un outil que je pense tout le monde connaît. Il y a juste moyen des fois de faire des vues plus complexes que juste un trait de coupe tout droit, tout rectiligne. Je vais vous montrer du coup certaines possibilités. Et il y a aussi la notion de vue partielle qui est peut-être moins souvent exploitée mais qui peut néanmoins être intéressante. Donc là, l'outil là ici a été revu il y a encore une fois quelques années. Avant c'était un peu plus compliqué, il fallait vraiment dessiner tout le tracé puis après lancer la vue en coupe pour qu'on obtienne un résultat comme on voit ici à droite. L'idée, c'est que maintenant, on a cet outil-là qui permet, dès la création, d'aller tout de suite choisir, ok, là, je veux faire genre un décranchement, et je peux faire ce genre de résultat qu'on a ici, pour passer par différents endroits de la pièce, au lieu de faire juste un trait. On verra qu'après que la vue soit créée, on peut aussi revenir modifier, en fait, ce tracé via ces petits outils qu'on voit ici. Par exemple, notamment ici, modifier la ligne de coupe qui me permet de retrouver cette fenêtre et de pouvoir, en fait, remodifier mon chemin, entre guillemets, pour faire la vue en coupe. Et après aussi, quand on la vue est créée, quand on la sélectionne, la vue en coupe, on aura certaines propriétés spécifiques à cette vue qu'on pourra du coup activer ou non. Donc avant de passer à la vue partielle, alors juste la vue partielle pour info, ce serait ce qu'on a ici. Donc c'est une vue en coupe, mais qui montre qu'une partie de la pièce, qui vient couper qu'une partie de la pièce. Pour obtenir ce résultat-là, il y a juste à faire en sorte que le trait de coupe ne traverse pas toute la pièce, mais qu'il s'arrête à un endroit donné. Et du coup, dans la vue, il prendra que cette zone-là, en fait. Donc, je vous fais ici quelques petits exemples, toujours sur mon fichier. Donc, si je reprends l'exemple que j'avais fait initialement, si là je prends l'outil vue en coupe, je peux choisir ici donc soit une coupe horizontale, verticale, auxiliaire, donc c'est en fait dans un angle haute qui est horizontal et vertical. Et là une coupe aplatie, bon c'est un peu plus spécifique, mais l'idée reste la même dans tous les cas. Donc là je vais faire ici une coupe horizontale, je vais aller chercher le point milieu qui est ici, pour être sur l'axe. Et à partir de là, en fait, j'ai cette petite fenêtre qui apparaît. Donc, soit je valide et là, ça me fait une coupe assez simple. Soit j'utilise un de ces trois icônes qui est ici. Donc là, si je prends le troisième icône, par exemple, ça va me permettre de dire, OK, je viens reprendre mon tracé ici, jusqu'à ici. Et après, j'ai juste à glisser d'un côté ou de l'autre, en fait, entre ces deux points, du coup, et venir, par exemple, viser ici. Ensuite, la fenêtre se remet. Je peux encore choisir de refaire un décrochement quelque part. Donc, pour l'exemple, je pourrais choisir de cliquer le premier icône là, de dire OK, je décroche ici. Et du coup, vous voyez, c'est maintenant que cette partie-là que je peux repositionner. Voilà. Et après, le premier icône, par contre, c'est quand on veut faire vraiment un changement d'angle, en fait, dans le trait de coupe, pour qu'après, il nous mette tout à plat. Donc, je pourrais vous faire un exemple éventuellement de ça après, si vous voulez. Donc là, si je valide, en tout cas, j'obtiens du coup ma vue en coupe. Et sur la vue en coupe, on voit, alors tout dépend du sens après qu'on choisit, bien sûr, mais on voit que ça passe par différents endroits de la pièce, en fait. On n'a pas quelque chose de totalement continu. Voilà, donc je peux aussi inverser, on aura un résultat encore une fois autre, mais en tout cas on retrouve bien les différentes parties qu'on a traversées. Donc après au niveau des options, ce que je peux faire, c'est faire un clic droit, par exemple si je suis zoomé comme ça, faire un clic droit et sélectionner ici aller à la vue en coupe. Donc le clic droit se fait sur le trait de coupe. Il va en fait regérer le
le zoom de la caméra pour que je puisse voir cette vue en coupe dans l'écran. Donc ça peut être pratique aussi si jamais cette vue en coupe, tac, si elle est sur une autre, normalement ça il doit l'autoriser. Il va pas vouloir, ok. Tac, tac. Donc si jamais j'ai mis la vue en coupe dans une autre feuille, hop, du coup, et ben, si je suis sur la feuille 1, je peux faire clic droit sur mon trait de coupe encore une fois, aller à la vue en coupe, il va directement switcher sur la deuxième feuille, là où il y a la vue qui apparaît. Donc ça peut être assez intéressant. Vous avez aussi la possibilité de faire un clic droit et d'aller sur modifier la ligne de coupe. Et dans ce cas-là, j'ai ici un menu qui s'ouvre à gauche et je peux ici choisir d'éditer l'esquisse ou bien reprendre ce petit outil pour refaire éventuellement un certain décroché, quoi. Notez que si vous faites ici éditer l'esquisse, après il sera plus possible de retrouver cette petite fenêtre là, il faudra systématiquement éditer l'esquisse pour modifier. Alors le concept, quand on fait éditer l'esquisse ici, vous avez des traits qui sont continus, c'est là où ça vient vraiment couper, et des traits qui sont en ligne de construction, c'est comme une esquisse ici, hein. En ligne de construction, ça veut dire qu'on fait juste un décalage, et hop là on repart avec un trait plein, ça coupe, décalage, trait plein, ligne de construction pour se décaler, et un trait plein. Donc il y a moyen de même ici effacer le tracé et le recommencer en fait de zéro. Il faut juste respecter cette histoire de type de trait qui permet à SolidWorks de comprendre si c'est une zone où il doit couper ou pas. Voilà pour ça. Donc là, hop, quand je requitte l'esquisse, ok, il met tout à jour. Bon là, j'ai pas fait de modif, mais si j'avais fait une modif, il aurait bien mis à jour. Je peux vous le montrer. Tac, tac, tac. Donc après, vous voyez qu'une fois que j'ai édité, c'est clic droit, éditer l'esquisse, du coup, qu'il faut faire. Donc là, supposons que j'enlève ce tracé-là. Je prends ce point-là. Hop. Je viens le prolonger. Je quitte mon esquisse. Ça a été mis à jour ici au niveau du trait de coupe, mais également au niveau de ma vue en coupe. Voilà pour ça. Après, pour l'aspect vue partielle, l'idée est juste, alors je l'avais fait, que je vous dise pas de bêtises, voilà, je l'avais fait ici. Je prends ici l'outil vue en coupe, je choisis une coupe verticale par exemple, je viens valider, je crée ma vue, mais après coup, en fait, je suis capable de reprendre ici l'extrémité de mon trait de coupe. Bon, j'ai oublié de mettre la relation verticale, mais hop. Donc là aussi, hein, je peux mettre également des relations pour être sûr que le trait soit correctement placé. Voilà. Donc j'ai juste mal créé. Donc voilà, ici en fait, vu que le trait ne traverse pas toute la vue, on obtient ici une vue partielle. Quand je clique cette vue, j'ai bien ici l'option coupe partielle qui est activée. Donc ça, c'est pas forcément à vous de l'activer, ça s'active automatiquement selon si vous traversez ou pas toute la vue. Si je reprends l'autre vue en coupe, ici, vous pouvez aussi cocher section de coupe, qui permet d'avoir vraiment que là où le trait de coupe passe, sans avoir toutes les arêtes qui sont les éléments qui sont en arrière-plan, quoi. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. L'hachurage automatique, ça ne fonctionnera pas forcément sur une pièce, mais sur un assemblage. Vous allez avoir, en fait, si vous faites une coupe d'assemblage qui coupe plusieurs pièces, il va pouvoir mettre des hachures différentes, enfin, orienter les hachures différemment dans chaque pièce. Après, le type de hachure choisi, ça dépendra du matériau que vous avez sur votre pièce, mais en tout cas, l'angle, c'est avec cette option-là qu'on pourra faire en sorte qu'il y ait un angle différent vraiment entre chaque pièce. Donc, à cocher dès que nécessaire. Ensuite, l'option corps surfacique, si on est sur un élément volumique, il y aura peu d'intérêt à le cocher ou à le décocher. Par contre, si vous êtes sur une pièce qui est faite en surface, si vous venez couper un élément surfacique, du coup, en cochant cette case, l'élément sera bien coupé. Si vous ne le cochez pas, il le coupera pas en fait. Donc voilà. Voilà, je pense que j'ai fait un petit tour sur tous ces points-là. Encore une fois, s'il y a quelque chose sur les vues en couple qui vous perturbe et que je ne l'ai pas forcément évoqué, n'hésitez pas à le noter. Je reviendrai dessus avec plaisir tout à l'heure dans la phase de questions. Ok, donc après au niveau des vues de détail, la vue de détail, pareil, je pense que c'est un outil qu'on utilise assez fréquemment. Par défaut, quand vous lancez la vue de détail, SolidWorks vous propose d'utiliser l'outil cercle pour créer en fait le détail. Sachez que vous pouvez aussi
faire un contour qui est totalement quelconque, comme moi, là, j'ai mis là dans l'exemple. Bon, alors là, c'est un peu extravagant, mais on pourrait faire un rectangle, on pourrait faire tracer ça avec des traits et des arcs. Donc voilà, donc après, il faut limiter un peu la chose, mais si jamais il y a vraiment une zone à aller voir et que ça fait genre quelque chose, une forme en L, bah, au moins avec ce genre d'option, vous pourrez vraiment prendre que la zone qui vous intéresse, sans avoir à faire un cercle, forcément. Donc l'idée, c'est qu'après, on a aussi des options à régler sur ce genre de vue. Donc je vais revenir également sur ces options-là. Ok, donc je vous fais l'exemple. Ok, donc je vais revenir sur ma vue initiale. Je vais faire un détail, par exemple, sur cette partie-là. Mais je vais vraiment dessiner moi-même mon contour. Donc ça, par contre, il faut d'abord aller dans Esquisse. Vous prenez l'outil qui vous plaît pour dessiner le contour. Et du coup, je vais pouvoir vraiment passer par les endroits qui m'intéressent. Voilà, admettons, bon là, c'est pas un exemple très... Ça représente pas beaucoup la chose, mais l'idée, c'est qu'on peut vraiment contourner tout ce qui nous intéresse. Et du coup, éviter de mettre dans la vue de détail, en fait, des éléments qui seraient pas utiles, qui viendraient plutôt surcharger la vue qu'autre chose. Hop, je recherche juste mon alignement. Ok, bon, il va pas vouloir. Ok. Donc après, l'idée, c'est quand je quitte l'outil, le contour, il va falloir ici faire un clic droit et aller sur sélectionner la chaîne de façon à qu'il sélectionne tout le contour fermé. Euh, ça évite de faire contrôle et de sélectionner tous les segments. Et là, maintenant, je viens dans disposition des vues et là, je lance vue de détail. Étant donné qu'un contour d'esquisse est déjà sélectionné, il va comprendre qu'il doit utiliser ce contour en fait et il ne va pas me proposer de dessiner le cercle comme d'habitude. Donc voilà ce que j'obtiens. Et après, au niveau des options de cette vue-là, bah, je peux ici cliquer la vue et donc je peux choisir ici, pour rappel, hein, comment se présente le label ici. Donc là, je peux avoir un cercle non continu, bon, pas très utile dans ce cas-là, mais si on fait un cercle, ça peut être pratique. Une ligne d'attache, pourquoi pas. Par contre, ici, dans ce cas-là, pensez à switcher sur profil au lieu de cercle. Et là, on voit qu'il utilise vraiment le profil que j'ai dessiné avec néanmoins ce petit décroché ici au niveau du label. Aucune ligne d'attache, bon, ça c'est le mode qu'on a de base. Par contre, ça, attention, ça tournera toujours autour d'un cercle. Donc bon, peut-être pas utile pour le cas du profil. Et connecté, où là, il met plus la lettre, mais par contre, vous avez vraiment un trait qui vous lie les deux vues. Et donc, bah, même si je bouge la vue, il y a tout qui reste bien, bien accroché. Donc ces options-là, l'option qui prend de base ici, quand on met selon la norme, c'est par rapport à ce qui est réglé dans vos options du document. C'est-à-dire que ça, vous pouvez choisir par défaut une de ces quatre possibilités. Et du coup, vous le mettez dans les options une bonne fois pour toutes pour qu'ils prennent toujours la bonne option. Mais on peut quand même le switcher là manuellement. Donc le label, ok, on choisit le label, le cercle ou le profil. Et ici, après, ce qui est important, c'est dans vue de détail. Si je mets contour intégral, il va vraiment me recréer le contour ici sur la vue de détail. Vous avez ici mettre à l'échelle les motifs et la hachure. Alors ça serait pratique si jamais on faisait un détail sur une vue en coupe. Donc si je fais ça, j'obtiens ici mon détail. Là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il a mis en fait plus de traits ici par rapport à ici. Alors on a une illusion d'optique qui fait que on a l'impression qu'ici, les traits sont plus espacés par rapport à là, mais croyez-moi, la distance entre chaque trait est la même dans ce cas-là. L'autre solution qu'on pourrait mettre en œuvre, c'est justement de cocher ici, mettre à l'échelle les motifs et la hachure dans la vue de détail. Et dans ce cas-là, il fait en sorte de vraiment reprendre les mêmes traits avec du coup un espacement différent, mais des traits qui passent vraiment au même endroit. Donc là, on a vraiment un effet de zoom. Donc cette option n'est pas cochée par défaut. Ça peut des fois jouer un peu sur le résultat en fait de votre vue de détail. Autre petit point, si vous mettez le label comme ça dans la zone hachurée, notez qu'il va tout seul vraiment venir couper les traits pour pas que ça vienne se superposer, que ça soit clairement lisible en fait sans aucun problème. Donc ça c'est automatique. C'est important de le savoir également. Pareil pour la coupe, hein, si je mets ça ici, il va venir tout seul détourer en fait là où il y a le texte. Donc ça aussi, ça peut être important de le savoir. Voilà, donc ça c'était pour l'histoire de la vue de détail avec des profils quelconques. Ensuite, on va parler là de la vue interrompue. Donc le but de tout ça, c'est de réduire l'encombrement d'une vue qui nécessite d'avoir une échelle assez importante
parce qu'on a des petits détails à faire apparaître, à mettre des codes dessus ou quoi, donc on n'a pas le choix, on doit mettre une échelle assez importante, mais le problème, c'est quand je mets une échelle importante, bah, je me retrouve avec une vue qui sort de mon plan, et donc là, typiquement, on va pouvoir utiliser ce que j'appelle la vue interrompue ou la cassure. On dit aussi la cassure habituellement. Donc là, après, j'ai mis une cote juste pour vous montrer que même s'il y a des cassures, la cote qui va d'un bout à l'autre de la pièce ou qui traverse en tout cas une cassure, sera bien la cote réelle de la pièce. D'accord, la cote qu'on a vraiment saisie quand on a créé la pièce en 3D. C'est pas la cote mesurée sur la vue actuellement, quoi. Ok, et donc là, bah, à la création, on a quelques petites options. On a notamment le fait de choisir si on fait une cassure verticale ou horizontale. À savoir que sur la même vue, vous pouvez mixer les deux. Vous pouvez faire plusieurs cassures horizontales, plusieurs cassures verticales au sein de la même vue, ça ne pose aucun problème. La taille de l'intervalle ici, c'est juste pour donner l'espacement qu'il y aura entre les deux traits de cassure. Et ensuite, côté un peu esthétique, ici, on peut choisir quel type de trait de cassure on veut. Là, j'ai dans l'image à droite une cassure courbée, en fait. Je pourrais avoir une cassure droite, une cassure avec des zigzags, ou une cassure en petit zigzag, il mettra du coup qu'un petit zigzag. Voilà. Et enfin, dernière option qui est importante, qui dans les anciennes versions n'était pas forcément cochée par défaut, mais maintenant qui dans les nouvelles versions est cochée par défaut, c'est aligner les interruptions avec le parent. Supposons qu'ici je crée une vue de face de mon axe et que je vienne créer une vue de dessus également parce que je dois faire apparaître un autre détail dans cet angle de vue là. Si vous créez les cassures sur la vue principale et que vous venez ensuite créer des cassures sur la vue auxiliaire, directement elles viendront se réaligner grâce à cette option. Si maintenant vous créez la vue principale, vous faites les cassures dessus, et qu'après vous prenez l'outil vue projetée pour créer la vue de dessus, les cassures seront recréées automatiquement sur cette vue. Donc voilà, il y a ces petites subtilités à connaître. Donc, je vous fais un exemple de ça tout de suite. Je vais fermer ce fichier. Je vais aller chercher mon autre fichier. Donc là, j'ouvre vraiment le fichier qui correspond à l'arbre. Donc voilà, j'ai préparé la mise en plan en créant juste là ici ces deux vues-là. Supposons qu'ici, j'estime que l'échelle des vues n'est pas bonne, n'est pas suffisante. Je vais pouvoir ici, via les propriétés de la feuille, venir bien sûr augmenter mon échelle. Le seul problème, c'est que là, en fait, j'ai ma vue qui sort du plan. Donc à ce moment-là, vous pouvez décider d'utiliser ici dans disposition des vues l'outil cassure. Donc je lance cet outil, il me demande sur quelle vue je veux créer ça. Donc je vais cliquer sur cette vue-là. Je vais indiquer ici, bah ok, je veux des cassures verticales dans ce cas-là. Je veux un espacement par exemple de 5 mm entre chaque cassure. Et je veux ici par exemple utiliser une cassure en zigzag. Pourquoi pas. Je viens du coup placer ici ma cassure. Je dis tiens, je commence à casser ici. Jusqu'à ici par exemple. Ok, première cassure est créée. Je viens ensuite casser d'ici à ici. Deuxième cassure. Je viens casser d'ici à ici. Troisième cassure. Quand c'est fini, vous pouvez valider. La vue est créée. Et après, je peux toujours recliquer sur le trait de cassure et venir changer éventuellement l'intervalle. Donc là, si je passe à 10, à noter par contre qu'il le change pour toutes les cassures de cette vue. C'est pas cassure par cassure qu'on peut régler ce paramètre. Pareil pour le style, si je le change, cassure droite, il change pour toute la vue, etc. etc. À partir de là, vous pouvez aussi, supposons dans la zone que j'ai supprimée, là, il y a maintenant un détail qui est apparu. Donc typiquement, si je vous fais l'exemple un peu plus poussé, je viens rajouter, alors je regarde juste un truc, ok on est là, donc je viens rajouter par exemple, hop, il y a une modification au niveau de la pièce et je viens ajouter ici un perçage, pourquoi pas, hop, 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 voilà, j'ai un perçage qui a été rajouté. Quand je reviens sur ma mise en plan, du coup, je vois pas forcément ce détail-là. Ben, vous allez pouvoir soit cliquer la cassure et supprimer, mais il gardera bien les deux autres, soit tout simplement venir prendre cette ligne-là, la redécaler par là, donc il va renlever un peu de matière, et prendre cette ligne-là, par contre, et quand je la décale vers le vide, il va remontrer de la matière, et au bout d'un moment, on va voir que ça va bloquer, parce que je suis au maximum de ce que je peux remontrer. Donc là, voilà, on voit que le trou revient. Alors, je vais faire plutôt l'inverse. Hop,
Voilà, donc là, ma cassure, vous voyez, je peux vraiment la gérer comme je le souhaite. Et maintenant, je réajuste pour que ça soit au maximum compact. Voilà pour ça. Maintenant, la vue ici projetée, elle n'est pas forcément mise à jour automatiquement. Mais si je recrée... alors, pardon, on va recommencer. Faut pas que faut pas qu'il y ait une vue de sélectionnée au préalable. Enfin là, il était resté sur celle-là en tout cas. Donc là, je vais refaire ma cassure, par exemple. Je vais cliquer vraiment n'importe où, de là à là, par exemple. Et directement, il va rechercher la position de la première cassure, puisqu'on a le lien qui est activé au niveau des options. Si même là, je refais le trait ici, il va malgré tout aller dans cette zone-là parce qu'il reprend la deuxième ici. Si là, je refais un trait qui va de là à là, alors, là, il va peut-être pas être content, ouais, parce que je suis entre deux, mais si je recrée encore une fois ici, il va quand même la mettre ici à la fin. Donc ça, c'est grâce au lien que je vous ai montré tout à l'heure. Par contre, si j'en redéfinis une ici, ouais, du coup, là, ça a posé un peu problème. Donc bon, s'il y a le lien, comprenez qu'il faut juste rester vraiment par rapport à la vue. C'est elle la vue maîtresse, c'est là-dessus que je crée les cassures, pas forcément sur cette vue-là. Donc ça, c'était un premier point. Une autre possibilité est de d'abord faire une vue principale avec des cassures, et après coup, je viens ici chercher vue projetée, je clique cette vue, je place ma vue ici. Alors là, on a l'impression qu'elle est entière, mais quand vous allez valider, les cassures sont automatiquement recréées. Donc à mon sens, cette solution est quand même plus valide, mais si jamais vous avez une mise en plan qui existe déjà, plutôt que de détruire la vue, il sera plus judicieux d'aller redessiner les cassures pour qu'elles viennent s'aligner avec cette vue-là. Cette option de lien, sachez qu'on peut faire un clic droit sur cette vue, par exemple, propriété, vous allez la retrouver ici. Donc elle peut tout à fait être décochée si jamais il y a un besoin d'avoir dans deux vues différentes des cassures qui ne sont pas forcément alignées. C'est ici qu'il faudra venir changer l'option. Voilà pour ça. Donc après, dans l'idée, on a aussi la vue rognier. Donc peut-être que vous connaissez cette vue. L'idée de la vue rognier, c'est typiquement, je vais y arriver. Si je recrée une vue là toute simple, le but de la vue rognier en fait est de garder qu'une partie de la vue sans changer l'échelle, sans faire de coupe. Donc là j'ai une vue comme ça. Et là je vais pouvoir en fait aller directement dessiner par exemple avec un rectangle et venir dessiner le rectangle dans une certaine zone là. Quand le rectangle est sélectionné, je peux maintenant faire rogner la vue, il va garder en fait vraiment que cette partie-là de la vue. Donc ça, du coup, après, je peux déplacer la vue ou quoi. Par contre, il faut, pour que ça fonctionne, que la vue, en gros, soit une vue parente. On ne peut pas le faire sur une vue qui est dépendante, ça risque de bloquer. Alors après, il y a des petites subtilités, mais si là, j'essaye de le faire ici, hop, donc déjà, on voit qu'il coupe mon rectangle, donc c'est pas le mieux. Sur une vue de détail, hop, hop, sur une vue en coupe, normalement, il ne va pas l'autoriser. Alors ça, c'était vrai avant, et il me semble que j'ai vu qu'il y avait des petits... Hop. Voilà. Donc si c'est bien ça, là, on voit bien que rogner la vue est désactivé. Donc là, il ne l'autorise pas, par exemple, sur une vue en coupe. Donc quand vous voyez que le rogner la vue est désactivé malgré que vous ayez un contour qui est sélectionné, c'est qu'en fait, ça ne sera pas possible de le faire sur ce type de vue-là. Voilà, donc attention à ça, ça peut être un peu bloquant. Ok, donc après on va passer à la partie vue personnalisée et vue de mise en plan 3D. Alors ça va être assez rapide. La vue personnalisée, en fait, ça me permet juste de faire une vue qui est dans un angle de caméra, en fait, mais vraiment que j'ai choisi moi, qui est vraiment personnalisé. Ça n'a rien à voir avec les vues de base qui sont des angles prédéfinis, en fait. Donc pour créer ça, on va devoir repasser dans mon environnement 3D de la pièce ou de l'assemblage, et on va devoir utiliser l'outil qui s'appelle orientation, qui sert d'habitude à choisir une vue éventuellement, mais on a ici en haut un petit icône qui permet de créer une nouvelle vue, en fait. Donc c'est ça qu'il faut faire pour après pouvoir récupérer cette vue-là dans la mise en plan. Donc je vous montre ça tout de suite. Je vais le faire avec cette pièce-là, par exemple. Donc je viens orienter l'objet comme ça me plaît. Donc soit je le fais comme ça à l'œil, soit je peux partir aussi d'une vue de face. Et puis là, notez qu'avec les flèches du clavier, vous pouvez faire des rotations de 15 degrés en 15 degrés selon l'axe horizontal de l'écran et l'axe vertical. D'accord. On peut faire aussi Maj ou Shift, appuyer sur les flèches et là on fait des rotations de 90 degrés par 90 degrés.
Voilà, donc après, typiquement, je peux très bien faire ça, puis après juste faire quelques données. Voilà, j'ai une vue. Je fais un petit coup vers le bas ici comme ça, et éventuellement j'obtiens ma vue, quoi. Ok, donc si là j'estime que ma vue ici me convient, j'ai juste après à appuyer sur espace, ou bien je viens ici dans le petit outil orientation de la vue, et je vais aussi trouver là l'icône qui s'appelle donc vue, nouvelle vue. Pareil que de faire espace ici et de faire nouvelle vue. Donc si je fais ça, il va me demander quel est le nom de la vue, je lui dis OK, perso 1 par exemple. Je fais OK. À noter que cette vue pourra après, alors ça c'était celle qui existait déjà, je vais l'enlever. Cette vue pourra après être, hop, on va y arriver. Excusez-moi, cette vue pourra après être enregistrée en fait. La petite disquette qui est là permet à la fois, enfin permet surtout d'enregistrer cette vue-là dans SolidWorks. Ça veut dire que tous les prochains documents que je vais utiliser, je pourrais aller chercher cet angle de vue-là, quel que soit le fichier en fait. Si vous ne l'enregistrez pas, cette vue-là n'existera que dans ce fichier-là. Donc ça peut être intéressant. Donc là, si je fais la petite disquette, du coup, il me l'a vraiment enregistré et je peux la récupérer ici en fait facilement sans avoir à la recréer à chaque fois dans chaque document. Donc, si jamais il y a un angle de vue qui revient souvent, n'hésitez pas à l'enregistrer une bonne fois pour toutes dans SolidWorks. Donc si je reviens maintenant dans mon plan, je vais pouvoir ici via hop, 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 via la palette de vue ici, venir chercher ma vue. Alors là, on voit qu'il n'y a pas forcément la vue perso, mais il y a la vue en cours qui correspond à cette vue. Donc juste pour info, si je rebouge la vue, hop, alors j'ai peut-être, je vais actualiser. Voilà, donc là j'ai normalement la vue perso 1 qui a été rajoutée. Notez que la vue en cours, c'est en gros, il capture à l'instant T cette position-là. Vous n'avez pas du coup besoin de créer la vue. Vous pouvez prendre ça, la vue ici en cours, la glisser. Et si je reviens dans ma 3D et que je bouge mon modèle, cette vue-là restera bien dans cet angle-là en fait. Une fois qu'elle est créée, c'est plutôt figé. J'aurai par contre une autre vue en cours que je pourrais aussi utiliser. Donc ça, c'est aussi une solution. Mais si on veut vraiment sauvegarder la vue, c'est ça qu'il faut faire. Donc je la retrouve ici, je la place. Elle est bien sauvegardée. Voilà pour cet aspect. Ok, ensuite la vue mise en plan 3D permet juste de réorienter une vue directement depuis la mise en plan sans forcément avoir à créer cette vue-là dans la 3D. Donc l'exemple est assez simple, on lance l'outil, on va avoir en fait autour de la vue cette petite barre d'outils qui va se mettre et on va pouvoir ici directement, comme si on était dans l'environnement 3D, faire pivoter la pièce, voilà l'idée, et après on pourra ici valider. Si jamais la coche verte ici n'est pas accessible, c'est que vous êtes sur une vue qui ne peut pas être réorientée puisque c'est une vue projetée par exemple par rapport à une vue principale. Donc là, il n'y aura clairement pas possibilité de la réorienter. Donc souvent, c'est utiliser ça sur les vues isométriques plutôt, pardon, sur les vues, donc les vues vraiment 3D et non les vues projetées. Donc le petit exemple pour ça, je suis perdu ici, ça sera mieux. Je peux cliquer même cette vue-là qui était la vue perso à la base. Je clique donc cette vue, je vais chercher l'icône qui est ici en haut qui s'appelle vue de mise en plan 3D. Et là, je vais pouvoir, juste en restant appuyé sur le clic gauche, réorienter l'élément comme je le souhaite. Voilà. Donc, on retrouve ici les vues de base. Donc, je peux tout à fait me remettre en vue de face si c'est plus simple pour après éventuellement reprendre l'outil ici, pivoter, pivot et puis leur pivoter comme ça, pourquoi pas. Et en tout cas, une fois que tout ça c'est fait, je peux ici enregistrer la vue. Donc là, dans ce cas-là, il va vraiment la créer aussi dans la 3D comme je l'ai fait juste avant. Ou bien valider pour juste voilà, valider cette position-là dans mon plan. Mais la prochaine fois, je ne pourrai pas forcément réexploiter cette vue. Voilà. Donc à utiliser également quand vous avez des vues un peu dans un angle de vue un peu spécial. Ok, au niveau des vues de la vue du modèle et la vue relative, vous pouvez du coup, avec la vue du modèle, aller chercher une vue de n'importe quel fichier, donc soit du fichier en cours, soit d'un autre fichier. Donc par exemple, ici, j'ai pris cette pièce-là, mais je suis capable dans disposition ici de faire disposition des vues, pardon, de faire vue du modèle, de venir ici soit parmi les documents ouverts chercher un fichier, soit faire parcourir, aller chercher un autre fichier. Donc là, je vais prendre par exemple ce fichier-là. Je vais faire ici suivant. Et là, en fait, je peux choisir les différentes options qu'on a d'habitude. Donc, quelle orientation principalement je veux, quelle vue je veux récupérer dans ce fichier.
Les vues qui auraient été des vues personnalisées, sachez qu'elles se trouvent ici dans cette liste-là, en plus des vues standards. Donc tout à l'heure, le vue perso que j'ai créé, en fait, et ben, je l'aurais retrouvé ici si on était sur ce fichier-là. Voilà, le style d'affichage, l'échelle, enfin, on a toutes ces options. Et là, en fait, après, je viens juste placer ma vue. Et il est bien venu chercher, en fait, là, la vue d'une autre pièce. De là, je peux refaire de la projection de vue sans problème. Je peux recréer des vues en coupe, des vues de détail, enfin voilà, tout ce qu'on a vu peut être réappliqué. Donc c'est juste que voilà, maintenant ma mise en plan, elle vient chercher en fait deux modèles au lieu d'aller chercher qu'un seul fichier, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça peut être le cas de cet outil peut être utile, par exemple, si vous avez un assemblage principal et vous souhaitez montrer juste une vue isométrique, par exemple, d'un sous-ensemble de cet assemblage-là. Donc on peut aller chercher directement le fichier sous-ensemble plutôt que d'avoir à cacher tous les éléments dans la vue un par un ou passer par les états d'affichage ou quoi. Enfin, on peut aller chercher vraiment le fichier en question. Ok. Après ça, on va parler là de la vue relative. Donc la vue relative, l'idée, moi perso, c'est souvent sur la construction soudée que j'utilise, ou en tout cas quand j'ai une pièce multicore, c'est-à-dire une pièce qui est composée de plusieurs volumes, je veux dans ma vue en fait pouvoir vraiment rapidement euh, afficher qu'un ou quelques volumes, mais pas en fait toute la pièce, pas la pièce complète. Donc là, j'ai fait une petite table en fait en mécano-soudure, et l'idée ici va être d'afficher uniquement une vue qui contient que la cornière qui est ici, le renfort en fait. Donc l'idée, hein, c'est au final d'obtenir une vue comme ça, éventuellement pour, vous voyez, mettre de la cotation, faire une vue en coupe juste de cet élément-là, par exemple. L'idée, c'est qu'on va passer par ce menu. Euh, donc quand on va lancer l'outil vue relative, depuis la mise en plan, on va sélectionner une vue. De cette vue-là, il va voir quel modèle 3D est dans cette vue-là. Il va nous ouvrir la fenêtre de la pièce 3D. Et on va pouvoir ici avoir cette fenêtre-là et choisir en fait de prendre par exemple que certains volumes et de leur donner une certaine orientation pour qu'après la vue soit orientée dans le plan. Donc je vous fais la démonstration de ça. Hop, je vais fermer un peu les fichiers que j'ai. Hop là. Allez. Donc je vais aller ouvrir là un autre fichier que j'ai créé. Donc c'est ce fichier-là. Ok, et donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est ici disposition des vues, aller chercher vue relative. Attention, par contre, cet outil n'est pas forcément présent dans la barre d'outils ici, en fait, quand on installe SolidWorks. Donc si jamais vous devez le rajouter, vous pouvez venir ici en haut à droite dans la barre de recherche, vous pouvez aller sur commande. Il faut bien choisir commande, et là vous tapez par exemple relate ou relative, et là on trouve dans le menu, en fait, on trouve vue relative. Je prends cette icône en restant appuyé dessus, enfin je clique là, je glisse, et là ça vous rajoute l'icône. Ça évite, pour info, bon là j'ai eu un petit souci par contre, hop, j'aurais juste dû bien le lâcher, sinon, voilà. Bon là j'en ai deux du coup, mais bon. Donc ça évite par contre de passer ici par clic droit personnalisé, d'aller dans commande, d'aller chercher la commande, et ensuite de pouvoir éventuellement la glisser. Bon, c'est juste un peu plus rapide maintenant. On pourrait aussi passer pour info par insertion, vue de mise en plan, et là on pourrait trouver vraiment toutes les vues, notamment ici, que je le retrouve, relative au modèle ici. Voilà, donc au choix. En tout cas, dès que je clique sur cette icône, maintenant il va me demander de sélectionner une vue. Je vais dire OK, je sélectionne cette vue. Et je vais pouvoir ici me mettre dans corps sélectionné. Je vais dire tiens, je vais prendre par exemple que cet élément-là. Mais si je voulais prendre par exemple cet élément-là plus celui-là, voilà, je peux sélectionner plusieurs ou qu'un seul. Donc là après, quelle est dans ce cas-là la vue de face? Je me dis tiens, dans mon plan, la vue de face, je veux que ça soit cette face-là qui soit visible quand je regarde vraiment de face. Et ensuite, par exemple, je peux lui dire quelle est la vue de dessus. Je vais dire tiens, la vue de dessus, je veux que ça soit cette face-là. À noter qu'on n'est pas obligé de prendre les faces sur la pièce qu'on a, sur le corps qu'on a sélectionné. J'aurais très bien pu dire la vue de dessus, c'est en fait cette face-là, même si cet élément-là n'est pas présent dans la vue. Donc c'est juste voilà, aller au plus simple pour trouver l'orientation qui convient. Donc là, je valide, et du coup, au bout de ma souris, j'ai tout simplement ma vue qui est ici. Je peux après du coup cliquer sur cette vue, venir éventuellement changer l'échelle. Donc là, échelle personnalisée, venir mettre par exemple une échelle, ça va être un peu beaucoup, on va mettre une échelle 1/5, ça sera déjà pas mal.
Et après, bah, je peux de là refaire des vues projetées, refaire des vues en coupe, refaire des vues de détail, insérer toute ma cotation, des annotations. Tout ça va être possible. Voilà. Je peux aussi prendre cette vue-là, comme je l'ai fait tout à l'heure, en créant une nouvelle feuille, venir après la glisser sur une autre feuille, ça pose aucun problème. Donc voilà pour ça. Ok. Et ensuite, là, on passe à un autre cas qui est donc là des vues type autre position, vue éclatée ou vue de cassure du modèle. Ces trois types de vues vont forcément créer une configuration dans le fichier 3D d'origine. Donc la vue d'une autre position va permettre de représenter plusieurs positions d'un assemblage. Donc c'est ce qu'on peut voir ici sur l'image. Dès que vous avez en fait un assemblage qui est avec un certain mouvement, vous voulez pouvoir faire apparaître des positions particulières en fait de cet assemblage-là. Cet outil pourra être utilisé du coup et il ne va pas créer d'autres vues. Il vient vraiment superposer en fait les différentes positions, mais en mettant un type de trait un peu différent qu'on voit bien à la vue principale et qu'on voit bien après les petites options, quoi. Donc ça, c'est assez pratique sur ce genre d'éléments. La vue éclatée qui permet du coup de décomposer un assemblage, qu'on identifie bien toutes les pièces en fait. Euh, Éventuellement, souvent, la vue éclatée est liée à une nomenclature et on met un certain bulage pour que de la nomenclature, on dit OK, pièce numéro 3, ben, je vois que c'est cette pièce-là en fait vraiment géographiquement et physiquement, quoi. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et enfin, la cassure de modèle. Donc ça, c'est un outil qui est assez récent. De mémoire, je crois que c'est année 2015 que c'est apparu. En fait, on va pouvoir faire une coupe. Donc comme la vue interrompue qu'on a fait tout à l'heure, on la faisait par contre que en 2D. C'était forcément à plat. L'idée, c'est que là, on peut vraiment créer ça en mode 3D et récupérer une vue ici qui est coupée, mais en mode en vue 3D et pas en vue juste projetée, quoi. Donc ça, c'est aussi intéressant quand il y a certains modèles qu'il faut couper. Ça peut aider à mieux comprendre que juste une cassure à plat, entre guillemets. Donc là, l'idée pour créer tous ces éléments-là, je vais faire quelques exemples. Je vais aller, hop, on va refermer tout ça. Je vais aller chercher donc mon fichier. Ok, ici, je vais préparer en fait. Bon, je vais passer à la mise en plan d'abord pour vous montrer. Donc, créer une mise en plan. Là, j'ai ma vue. L'outil vue d'une autre position, en fait, c'est ici dans disposition des vues. Je clique sur cet outil. L'idée, c'est qu'il me demande de sélectionner une vue. Bah ok, je prends cette vue-là, par exemple. Et il va me demander, me proposer, soit il crée une nouvelle configuration dans l'assemblage 3D, soit j'utilise une configuration qui serait déjà existante dans cet assemblage 3D. Pourquoi est-ce que là c'est grisé et que je ne peux pas l'activer? Bah, c'est juste que dans mon assemblage actuellement j'ai qu'une config. Donc si cette vue-là utilise la config défaut, je ne peux pas aller en chercher une autre vu qu'il n'y a que celle-là qui existe, donc ça ne donnera rien de plus sur la vue. Donc là ce que je vais faire, je vais dire ok, je vais en créer une, donc je vais appeler ça mini. Je vais valider mon outil et là il me bascule dans la 3D de façon à ce que je puisse utiliser l'outil déplacer le composant ici. Donc soit vous êtes en glissement libre et vous mettez une position quelconque, soit vous voulez vraiment une position finale, en fait, une position de butée, quoi. Et dans ce cas-là, il sera plus judicieux de passer par détection de collision, éventuellement de sélectionner que les composants qui sont concernés par cette étude. Ici, je reprends le glissement, et là, je vais pouvoir aller chercher vraiment l'intersection, en fait. Donc là, une fois que cette vue-là, que cette position est atteinte, je vais pouvoir valider. Il m'a créé ma configuration, il me remet directement dans le plan, et là, j'ai bien la vue de position correspondant à cette configuration, correspondante, pardon, à cette configuration. Maintenant, autre possibilité, c'est de venir directement au préalable dans l'assemblage. Je viens chercher l'outil déplacer les composants, éventuellement détection de collision, mais c'est pas obligatoire. Hein, si c'est une position qui n'est pas à une extrémité du mouvement, on peut juste faire glissement. Et donc là, je vais reprendre mes composants là, et ce coup-là, je vais faire la position. Bon, j'ai mis mini, mais en fait c'était maxi. Par contre, pour ça, veillez à au préalable créer ici une nouvelle configuration que j'appelle maxi. Je valide. Sinon, c'est la config défaut qui va changer et du coup, c'est dans la vue principale que ça va changer. Donc, on crée une nouvelle configuration qui est pour l'instant la copie de défaut. Et là, maintenant, je vais prendre ici l'outil déplacer les composants. Je recommence. Je viens me mettre en position mini. Je valide.
Et normalement là, j'ai bien maxi, j'ai bien mini et j'ai bien défaut. Donc là, du coup, si je reviens maintenant sur mon plan, je vais pouvoir ici encore une fois utiliser vue d'une autre position sur cette vue. Mais là, la différence, c'est que je peux maintenant choisir configuration existante et je vais pouvoir choisir entre mini ou maxi. Donc là, bien sûr, c'est maxi qui m'intéresse. Je valide. Il m'a créé ma deuxième vue d'une autre position sur ma vue principale. Donc là, j'en ai mis deux. On pourra en mettre plus s'il fallait, en fait. Bon, après, il ne faut pas que ça devienne trop complexe. Mais voilà, l'idée est de pouvoir, en fait, au sein d'une même vue, montrer un peu toutes les positions de notre assemblage. Si vous avez un assemblage qui est figé, bien sûr, il y aura peu d'intérêt à utiliser cet outil. Enfin, pour la vue éclatée, donc j'ai un fichier où il y a déjà une vue éclatée qui existe. Alors, j'ai mis ça là-dedans. Hop. Hop. Ok, bon, il y a une erreur, je sais pas, j'avais pas d'erreur tout à l'heure. Bon. Créer une mise en plan. Ok. Et donc, du coup, ici, je peux cliquer ma vue. Et puisqu'il y a déjà une vue éclatée qui existe dans la configuration défaut, puisque les vues éclatées sont des configurations dérivées, dans défaut, il voit qu'il y a une vue éclatée, je vais pouvoir cocher cette case-là. Et s'il y avait eu plusieurs vues éclatées, j'aurais pu choisir ici la vue éclatée vraiment que je voulais utiliser. Donc voilà comment faire apparaître une vue éclatée. Une autre solution aurait été de venir via la palette de vue ici, et directement il vous crée la vue isométrique éclatée. Et on peut la glisser automatiquement, enfin, depuis là. S'il vous faut une vue éclatée, du coup, dans une vue plutôt une vue comme ça projetée, bah, on clique après la vue, et là on coche montrer dans l'état éclaté. Alors pardon, il faut d'abord que je coche là, et là j'ai bien ma vue dans l'état éclaté. Donc on peut aussi le faire sur des vues projetées, pas forcément que sur des vues isométriques. Voilà. Et enfin, la cassure du modèle 3D. Je vais aussi ouvrir mon fichier. Donc je vais aller chercher ici un autre fichier. Tac. Donc j'ai cette pièce qui présente différents détails, qui est d'une certaine taille. Je vais ici créer donc la cassure du modèle 3D. Ça se fait également dans l'environnement 3D. Donc c'est l'icône que j'ai rajoutée ici, vue de cassure du modèle. À noter que si l'icône vous l'avez pas, ce qui est fort probable, vous allez pouvoir ici encore une fois dans la commande rechercher l'élément et là il suffit de glisser. Donc quand je lance cet outil, qu'est-ce qu'il me propose? Je vais avoir le choix ici de donc la première cassure. Je vais pouvoir dire voilà, je veux que ça commence ici et que ça finisse par exemple ici. Ensuite, on va pouvoir ici éventuellement utiliser la partie ici plan pour lui indiquer dans quel sens on veut faire la cassure. Voilà, donc là ça positionne vraiment ma cassure. Donc je peux choisir initialement ce plan-là, faire une cassure, mettons d'ici à ici, arbitrairement. Je peux ensuite appliquer et demander d'ajouter une nouvelle cassure. Je vais pouvoir ici lui indiquer un certain plan d'inclinaison, donc par exemple ici, celui-ci, ou ouais, on peut faire ça comme ça. Donc là, je vais pouvoir casser par exemple d'ici à ici, donc on voit en transparence en fait ce qui vient enlever. Ok, appliqué, voilà, il est venu casser dans ce sens-là, etc., etc. Je vais en ajouter une troisième. Donc là, c'est juste dans une autre direction. Ok, et donc là, du coup, on peut aussi régler ici après le style. Donc, qu'est-ce qui fait une cassure droite, une cassure en zigzag, petit zigzag, en courbe. Et si jamais on avait une pièce multicorps, on pourrait lui dire de faire la cassure zigzag, par exemple, sur l'ensemble des corps, ou bien corps par corps. C'est ce qu'on voit là, il mettra un zigzag sur chaque corps. Là, je gère l'espacement qui est entre chaque élément, comme un peu pour une cassure. Bon, alors là, il n'a pas trop aimé pour le coup. Après, ça dépend de la taille que vous mettez ici, en fait, sur l'intensité de l'élément.
N'hésitez pas à mettre petit au début pour voir un peu ce que ça donne. Bon, là j'ai fait des cassures un peu dans tous les sens, donc malheureusement il y a des choses qui sont un peu moins simples. Donc je vais rester en cassure droite pour le coup, mais on aurait pu gérer tout ça. Et l'angle ici sera disponible plutôt pour la partie cassure en courbe, pour accentuer en fait l'effet courbe sur la surface qui est cassée. Avec l'angle, on pourra le faire. Donc une fois que tout ça c'est fait, je vais pouvoir valider. Et il m'a bien créé ici, donc dans la config défaut, une config dérivée avec ici mes différents éléments. Donc je peux à tout moment revenir rééditer cette fonction-là comme pour une vue éclatée. Et ça se comporte vraiment pareil qu'une vue éclatée, là pour le coup, hein, dans le principe. Et je vais pouvoir du coup, sur le plan, si j'ai une vue comme ça, par exemple, venir ici, choisir la bonne configuration et surtout récupérer ma cassure en fait. Donc ça, c'était pas forcément possible avant. Hop, 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 pardon. Alors, après ça, on a juste la partie propriété à voir. Donc dans les propriétés, vous pouvez, dès que vous sélectionnez une vue, dans le panneau à gauche, en fait, on va pouvoir choisir quelle configuration utiliser, changer l'orientation de la vue pour les vues principales, sélectionner un autre état d'affichage, par exemple, donc ça, c'est un état d'affichage qui se crée dans la partie 3D au préalable, euh, régler un style d'affichage différent, changer l'échelle, et éventuellement enregistrer la vue directement en DXF. Donc ça veut dire, voilà, j'ai ma vue, je l'exporte directement en DXF, juste cette vue-là, sans que ça soit tout le plan. Donc voilà l'idée, hein, c'est vraiment le panneau que vous avez ici à gauche habituellement. Donc faut bien avoir ça en tête pour pouvoir maîtriser ces paramètres-là. Et enfin, il y a après, tout en bas, là on ne le voit pas sur la capture d'écran, mais tout en bas, vous avez un icône haute propriété, et ça vous affiche en général cette fenêtre. Cette fenêtre peut aussi être accessible via un clic droit propriété directement depuis la vue sur la mise en plan. Et on va avoir principalement ces 4 options-là. Cacher, montrer des composants dans la vue, cacher, montrer des corps si c'est une pièce multicorps par exemple et non pas un assemblage. Donc ça c'est plus pour les assemblages, ça c'est plus pour les pièces, cacher, montrer les corps. Ah, j'ai oublié un R, pardon. Montrer les arêtes cachées, ça permettra sur une vue de mise en plan d'une pièce par exemple, d'aller afficher un détail qui serait d'une fonction qui serait derrière, mais de le faire apparaître en pointillé en fait pour montrer quand même ce détail. Et étendue de la coupe, c'est quand vous faites des vues en coupe sur des assemblages où vous coupez plusieurs pièces ou bien sur une pièce multicore, on va pouvoir en fait choisir de ne pas couper certaines pièces. Donc je vais vous faire un petit exemple pour tout ça. Je vais le faire sur un assemblage pour que ça soit quand même plus efficace, mais on pourrait choisir vraiment même une pièce normale, il n'y aurait pas de problème. Alors, je vais reprendre cette pièce-là. Hop. Hop. Je vais placer mes différentes vues. Hop. Hop. Donc, par exemple, ici, je viens faire une vue en coupe à cet endroit-là. Et donc, je viens valider, bien sûr. Et là, à ce moment-là, vu qu'on est sur un assemblage, j'ai directement la fenêtre étendue de la coupe qui vient s'afficher pour sélectionner éventuellement des composants à ne pas couper. Donc, si là, vous faites juste OK, il va tout couper. D'accord, comme d'habitude sur une vue en coupe, mais si je viens sélectionner des pièces, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on peut cliquer des pièces directement sur cette vue. Donc là, il les sélectionne. Si par contre, là à l'intérieur, j'ai des piles, du coup ici, je ne peux pas y accéder. Notez bien ici en bas de l'écran dans quelle vue on est. Donc là, je suis dans la vue mise en plan 2. Et là, dans l'arbre, je suis capable de revenir dans vue de mise en plan 2. Et je vais pouvoir aller chercher les piles, par exemple, donc batterie 1, batterie 2. Et là, je vais faire OK, par exemple. Et au niveau de ma vue en coupe, il n'a pas coupé cette pièce, il n'a pas coupé ces deux pièces-là. Par contre, il a coupé toutes les autres pièces. Donc ça aussi, ça peut être assez intéressant sur une vue en coupe d'assemblage. Pour info, après, si vous faites un clic droit sur la vue en coupe, clic droit et que vous venez dans propriété, vous allez retrouver le fameux menu dont je parlais et surtout, vous allez retrouver ici étendue de la coupe. Donc ça, c'est vraiment spécifique à des vues en coupe ou à des coupes locales sur un fichier qui se compose de plusieurs éléments. Donc là, à partir de là, on peut renlever certains éléments, on peut aller en rajouter même après coup. Ok, après,
l'histoire de montrer cacher décor. Si sur cette vue-là, je fais un clic droit propriété, je peux aller ici sur montrer, cacher, montrer les composants. Je peux dire ça, je veux pas le voir, ça, je veux pas le voir, ça, je veux pas le voir. Et même principe, si c'est un composant qui se retrouve derrière, donc là, si je fais appliquer, ok, il va en enlever. Enfin, si l'élément, vous avez du mal à le sélectionner, on peut aussi aller dans l'arbre correspondant à cette vue-là, en fait, et aller chercher le composant sans problème. Et enfin, cacher, montrer les arêtes cachées. Je vais ici aller dans les propriétés. Cacher, montrer les arêtes cachées. Et là, je vais aller chercher dans l'arbre la pièce. Donc là, je suis sur la vue de mise en plan 3. Donc hop, ici. Ici, je vais aller chercher par exemple juste une pile. Et je vais faire appliquer. Et du coup, les détails de la pile vont apparaître. Juste de la pile. Je ne suis pas forcé ici du coup de mettre dans le style d'affichage qui me permet d'avoir toutes les lignes, toutes les arêtes cachées en fait en pointillé. Je me mets vraiment dans le troisième mode ici pour que ça fonctionne. Hein. Et ensuite, je viens chercher mon élément que je veux faire apparaître pour donner un peu plus de clarté à ma vue. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de ces options. On va passer maintenant à la phase de questions. Donc n'hésitez pas s'il y a des questions à me les poser. Alors j'en ai déjà quelques-unes, donc je vais les lire pour tout le monde. Donc là on me dit mon trait de coupe est un trait continu. Comment le normaliser qu'il soit en trait mixte? Donc j'en déduis que là votre question c'est que dès que vous créez une coupe, dès qu'elle est validée, le trait de coupe avec les deux flèches est en trait plein au lieu d'être en trait mixte par exemple. Est-ce que vous me validez que c'est bien ça ou est-ce que... Après la personne visiblement... La personne n'est pas là visiblement. Alors je vais quand même le montrer, comme ça sera dans la vidéo. Pour les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. J'espère en tout cas que ces éléments vous ont plu. Je vais juste montrer ici la partie trait de coupe pour répondre à la question. Donc effectivement, quand on fait une coupe, ici le trait mixte en fait c'est réglé dans les options, s'il met un trait mixte ou un trait plein ou etc. Donc ça on peut aller ici dans options, propriété du document, et ici au niveau de vue et coupe, vous avez donc déjà ici en fait les différents comment il affiche le trait de coupe, et surtout au-dessus vous avez le style de ligne qu'il doit utiliser en fait. Alors après ce qui m'étonne c'est que là je suis en ligne pleine. Ok, alors après à voir sinon s'il l'a, mais je crois pas que là on ait quelque chose. Ligne d'éclatement, tangente. Non. Non, logiquement c'est bien là dans vue en coupe. Je vais essayer de mettre un pointillé pour qu'on voit. Une épaisseur plus importante. Ok, donc là j'ai changé l'option, sauf que du coup, est-ce que j'ai coché autre chose sans le faire exprès ou... Ouais, ok. Hop. Voilà, donc là j'ai mis pointillé, il met bien tout en pointillé. Après... Par contre, ce que j'explique pas, c'est pourquoi... Voilà, donc là, il n'y a que le trait plein. Donc normalement, en jouant avec les options, on peut... On peut du coup réussir à avoir le résultat correct. Par contre... Par contre, c'est au niveau de l'épaisseur des extrémités. Ouais, c'est parce qu'en fait, je crois que j'ai pas pris le bon trait. Pour les types de traits en fait que vous utilisez, pardon, dans coupe ici, là il y a les traits initiaux, mais là vous voyez il y a un trait spécial à la fin, donc c'est comme ça que je peux avoir le bon résultat. Il faut aller chercher vraiment ce trait-là, sinon il fait tout le long le même trait. Et pour créer d'autres types de traits comme ça avec les extrémités un peu plus épaisses, sachez que ça se trouve ça se règle dans style de ligne. Et là vous avez l'exemple, si on met A, c'est un trait qui est vraiment continu tout le long comme la plupart. Si vous mettez B par contre dans la formule ici, on aura bien les extrémités qui seront plus épaisses. Donc si vous voulez faire un trait non pas mixte avec les extrémités épaisses, mais pointillé avec les extrémités épaisses, ce qu'il va falloir faire, c'est ici nouveau, lui donner un nom éventuellement, et là, on va lui dire, ok, c'est du B, virgule, pour que les extrémités soient épaisses, et là, vous mettez par exemple 1, virgule, moins 1, et après, il va répéter en fait automatiquement, voilà l'aperçu du trait que je vais avoir ici, tout le monde voit. Donc là, ça, si maintenant je reviens dans vue en coupe, et que je prends ici
la liste des traits, je retrouve bien mon trait que je viens de créer, je prends ça, je fais OK. Et voilà, ici, normalement, j'ai le bon résultat. Alors, il y a le pointillé de la pile qui se superpose derrière, mais notez que là, le trait est bien au pointillé. Après, il faut régler l'épaisseur, bien sûr, mais voilà l'idée. Ok, donc j'espère en tout cas avoir répondu à la question, même si la personne était déjà partie. Alors, j'ai une autre question, peut-on personnaliser dans SolidWorks les échelles de vue? Les mêmes échelles ne sont pas proposées, par exemple. Alors, par défaut, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que SolidWorks, quand on insère une vue, en fait, il choisit pour la vue pour la vue de la feuille, il choisit en fait une vue automatique qu'il choisit lui-même par rapport à la taille de l'objet et la taille de notre papier. Après, si vous souhaitez plutôt faire évoluer cette liste-là, je sais plus honnêtement si on a cette option, ça ne me dit rien, mais euh, tac tac tac, il me semble que c'est pas forcément jouable, mais euh, là non. Je sais qu'on peut bien personnaliser le label, ça y a pas de souci, comment il affiche le label. Par contre, la liste d'échelle, de mon point de vue, c'est quelque chose qui est plutôt en dur dans le logiciel et qu'on peut pas trop faire évoluer en fait. Donc, je vais quand même me renseigner là-dessus et si je vois il y a vraiment quelque chose à faire pour éventuellement faire évoluer cette liste, je me permettrai de vous faire un retour si ça vous va comme ça. Mais de mon point de vue, en tout cas, il n'y a pas d'option pour vraiment rajouter des choses dans cette liste. Ok. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Est-ce que c'est OK pour ça? En tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à cette formation. Pour rappel, elle sera publiée sur le guide 3D et sur YouTube également dans quelques jours. Donc n'hésitez pas à la revisualiser si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires. Euh, voilà pour ça. Donc je vous remercie en tout cas de votre attention et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt.